Je suis Travis Mitchell, 32 ans, et propriétaire d'une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars que j'ai bâtie à partir de rien. Mon père m'a abandonné émotionnellement quand j'étais enfant, choisissant sa nouvelle femme et son fils gâté à chaque tournant. Maintenant, après 7 ans de silence, il est soudainement apparu à mon bureau, exigeant que j'embauche mon demi-frère inemployable comme manager. Quand j'ai refusé, l'enfer s'est déchaîné. Je leur ai dit qu'ils n'étaient plus ma famille et de sortir de ma vie pour de bon. Maintenant, ils sont en train de perdre leur maison et de supplier mon aide. Avant d'entrer dans cette histoire folle, dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner et attachez votre ceinture pour un drame familial que vous n'allez pas croire. Mon enfance a été ce que la plupart considéraient comme normale et heureuse. Ma mère Sarah et mon père Robert semblaient avoir un mariage solide. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres dans une jolie banlieue de Chicago. Je me souviens des week-ends au parc, des soirées jeux en famille et de papa m'apprenant à faire du vélo sans petit trou. Ces souvenirs me semblent appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. Des photographies floues d'une vie qui a disparu trop vite. Tout a changé quand j'ai eu 8 ans. Les disputes ont commencé petites mais sont devenues plus fréquentes et intenses. Je me cachais dans ma chambre, un oreiller sur les oreilles, essayant de bloquer les cris. Une nuit, papa a fait sa valise et est parti. 3 jours plus tard, maman m'a assise et a expliqué qu'il divorçait. Elle a essayé de me rassurer en me disant que ce n'était pas de ma faute, mais quel enfant de 8 ans comprend vraiment ça? Au début, l'arrangement de coparentalité semblait réalisable. Je passais la semaine avec maman et un week-end sur 2 avec papa dans son nouvel appartement. Ces premiers mois, papa a fait de gros efforts. Il m'emmenait au cinéma, au match de baseball, et me laissait veiller plus tard que maman. Mais ensuite, il a rencontré Diane. Diane travaillait dans la même compagnie d'assurance que papa. Elle avait un fils nommé Ethan qui avait 6 ans de moins que moi. La première fois que je les ai rencontrés, Diane était excessivement gentille, touchant mes cheveux et me qualifiant d'adorable d'une manière qui semblait fausse. Ethan a refusé de partager sa console de jeux portable et s'est plaint bruyamment lorsque nous sommes allés dans un restaurant que j'avais choisi. Papa s'est contenté de rire, disant « C'est comme ça que sont les enfants ». Mais ce n'était pas comme ça que j'étais. Maman m'avait toujours appris à dire s'il vous plaît et merci, à partager mes jouets et à penser aux autres. Les différences entre Ethan et moi étaient évidentes dès le début. Au fil des mois, nos week-ends ensemble ont changé. Au lieu d'activités que j'appréciais, nous avons commencé à faire des choses qu'Ethan voulait. Si je suggérais quelque chose de différent, Diane disait « Mais Ethan attend ça avec impatience toute la semaine. » Et papa se rangeait de leur côté. Mes préférences sont devenues secondaires, puis sans importance. Quand j'ai eu 10 ans, papa a quitté son appartement pour la maison de Diane dans un autre district scolaire. Ma chambre de week-end était en fait leur bureau à domicile avec un futon. Pendant ce temps, Ethan avait une grande chambre avec le dernier système de jeu, une télévision et des étagères débordant de jouets. Quand j'ai demandé pourquoi Ethan avait tant de choses, papa a expliqué qu'Ethan avait eu une période difficile depuis que son vrai père était parti, alors il voulait s'assurer qu'il se sente en sécurité. Apparemment, ma sécurité n'était pas une préoccupation. Leur mariage a eu lieu quand j'avais 12 ans. J'ai été forcé d'être le porteur d'alliance, assorti à Ethan, bien que je me sente trop vieux pour le rôle. Pendant la réception, j'ai entendu Diane dire à son ami « Nous sommes enfin une famille complète maintenant ». Je me souviens de la piqûre de ces mots. Dans son esprit, je ne faisais pas partie de leur famille complète. J'étais le visiteur du week-end, l'obligation. Ma mère est restée mon ancre émotionnelle à travers tout cela. Elle n'a jamais mal parlé de papa, bien qu'elle en ait eu tout à fait le droit. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur le fait de me construire. Tu es plus fort que tu ne le sais, Travis. Elle me disait quand je rentrais bouleversé d'un week-end avec papa. Elle travaillait des quarts supplémentaires en tant qu'infirmière pour nous faire vivre. Souvent, elle avait l'air épuisée, mais elle ne se plaignait jamais. Vers 13 ans, j'ai découvert ma passion pour les ordinateurs et la technologie. Maman a réuni assez d'argent pour m'acheter un ordinateur basique pour Noël. J'ai appris le codage tout seul, passant des heures à apprendre des langages et à construire des programmes simples. Quand j'ai essayé de montrer à papa mon premier jeu réussi, un simple jeu de tir spatial, il l'a regardé pendant peut-être 10 secondes avant qu'Ethan ne demande de l'attention pour sa nouvelle figure de skateboard. Papa n'est jamais revenu voir le reste de mon jeu.
Le contraste entre la façon dont il nous traitait est devenu plus prononcé pendant les vacances et les anniversaires. Pour mon 14e anniversaire, papa et Diane m'ont offert une carte cadeau de 25 $ pour une librairie. La même année, ils ont acheté à Ethan un ordinateur de jeu de 1000 $ pour avoir obtenu des C au lieu de D. Nous devons encourager son amélioration, a expliqué papa quand j'ai remis en question la disparité. Mes indirects ont reçu une tape dans le dos, et, c'est ce que nous attendons de toi, Travis. Noël n'était pas différent. Mes cadeaux étaient pratiques. Des vêtements, des fournitures scolaires et parfois des livres. La pile d'Ethan était toujours massive. Les derniers appareils électroniques, des vêtements coûteux et tous les jouets à la mode cette année-là. Un Noël, quand j'avais 15 ans, papa a oublié de retirer les étiquettes de prix. Mes cadeaux totalisaient moins de 100 $. Ceux d'Ethan dépassaient les 2000. À travers tout cela, j'ai appris l'autonomie. J'ai cessé d'attendre que papa se présente aux événements scolaires ou s'intéresse à mes réalisations. Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler, mes notes, mes compétences croissantes en programmation et le travail à temps partiel que j'ai obtenu à 16 ans, travaillant dans un atelier de réparation informatique local. Le propriétaire, Monsieur Martinez, m'a enseigné les bases du matériel et est devenu plus un mentor que mon père ne l'a jamais été. J'ai construit des murs émotionnels pour me protéger de la déception. Chaque fois que papa annulait notre week-end à la dernière minute parce qu'Ethan avait un événement spécial, je faisais semblant que cela ne me dérangeait pas. J'ai canalisé toute ma douleur en détermination. Si je n'allais pas avoir le soutien de mon père, je réussirais malgré lui et non grâce à lui. À 16 ans, j'avais pleinement embrassé mon indépendance. Mes notes étaient excellentes. J'avais un petit groupe d'amis fidèles, et mes compétences en programmation informatique avaient considérablement progressé. J'ai participé à un concours technologique à l'échelle de l'État avec un système de gestion de base de données que j'avais développé pour les petites entreprises. Les finales étaient prévues un samedi, un de mes week-ends avec papa. 2 semaines avant le concours, j'en ai parlé à papa, expliquant que c'était important pour moi et que cela pourrait déboucher sur des opportunités de bourse d'études. Il a semblé distrait mais a hoché la tête et a dit « Nous allons essayer de faire en sorte que cela fonctionne ». Une semaine plus tard, il a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas m'emmener car Ethan avait un match de basketball junior le même jour. Pas même un championnat, juste un match de saison régulière où Ethan était surtout assis sur le banc. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas l'emmener? C'est vraiment important pour mon avenir, ai-je argumenté. Travis, tu dois comprendre que la famille se soutient mutuellement. Ethan serait dévasté si nous manquions son match. Tu es plus indépendant. Tu iras très bien tout seul, a répondu papa. Maman a pris un jour de congé pour m'emmener à la place. J'ai remporté la première place et une bourse d'études de 5000 $. Quand j'ai appelé papa ce soir-là pour lui annoncer la nouvelle, il a semblé pressé. C'est super, mon grand. Et, Ethan a marqué 6 points aujourd'hui. Nous l'emmenons dîner pour fêter ça. Je t'appellerai demain. Il n'a pas appelé le lendemain ni le surlendemain. Pendant ce temps, le comportement d'Ethan a empiré au cours de son adolescence. Il s'est fait prendre 2 fois en train de voler à l'étalage, mais papa a payé les magasins pour éviter les accusations. Il a organisé des fêtes quand papa et Diane étaient absents, causant des milliers de dollars de dégâts matériels que papa a discrètement réparés. Il a échoué à des cours parce qu'il séchait l'école, mais papa a engagé des tuteurs et a fait pression sur les enseignants pour qu'ils puissent rattraper des devoirs. L'été précédant ma dernière année de lycée, j'ai cumulé 2 emplois pour économiser pour l'université. Papa m'avait promis, quand j'étais plus jeune, qu'il mettait de l'argent de côté pour mon éducation. Je n'avais aucune raison de douter de lui, même si notre relation s'était détériorée. Je ne restais plus chez lui que rarement, utilisant le travail comme excuse pour limiter nos week-ends ensemble à des dîners occasionnels. Puis vint la trahison qui a rompu le peu de lien qui subsistait entre nous. 3 mois avant la date limite des candidatures universitaires, j'ai interrogé papa sur le fond universitaire. Nous étions assis dans un des nièces, un de nos dîners de plus en plus rares ensemble. Ethan et Diane n'étaient pas venus. Une autre soirée entre hommes qui semblait forcée et gênante. Papa a remué son café pendant un long moment avant de répondre. Il y a eu quelques changements dans ce plan, Travis. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé, sentant déjà un nœud se former dans mon estomac. Ethan a eu cette situation l'année dernière, a-t-il commencé. La situation était qu'Ethan, à 16 ans,
avait pris la voiture de papa sans permission, avait conduit en état d'ivresse et était entré en collision avec un véhicule stationné. Personne n'avait été blessé, mais les deux voitures avaient subi des dégâts importants. Les frais juridiques et les règlements étaient substantiels, a poursuivi papa. Et nos tarifs d'assurance ont grimpé en flèche. J'ai dû utiliser l'argent que j'avais économisé pour tes études. Je suis resté là, stupéfait. Tout? La plupart, a-t-il admis. Il reste peut-être $1000. Alors, mon fonds universitaire a servi à sortir Ethan du pétrin. Et son fonds universitaire? Vous l'avez utilisé aussi? Papa s'est agité inconfortablement. Ethan n'a pas les mêmes perspectives universitaires que toi. Nous avons décidé il y a des années d'investir davantage dans des expériences pour lui plutôt que dans l'épargne universitaire. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Non seulement mon père avait pris l'argent qui m'était promis, mais il n'avait même jamais créé de fonds pour Ethan, supposant que son fils n'aurait pas besoin d'aller à l'université. Pendant ce temps, je m'étais épuisé à la tâche, maintenant des notes parfaites spécifiquement pour obtenir des bourses d'études afin de compléter ce que je pensais que papa économisait. Tu m'as promis, ai-je dit, ma voix tremblante. Je comptais sur cet argent. Ethan n'en avait plus besoin, a répondu papa sur la défensive. Tu es intelligent. Tu obtiendras des bourses d'études. Ethan avait besoin d'une aide juridique ou son avenir serait ruiné. Et mon avenir n'a pas d'importance, ai-je demandé. Ce n'est pas ce que je dis. Tu as toujours été le responsable, l'indépendant. Tu t'en sortiras. Je suis sorti du restaurant sans un mot de plus. J'étais devenu le responsable parce qu'il fallait que je le sois. J'étais devenu l'indépendant parce que je ne pouvais pas dépendre de lui. Et maintenant, on s'attendait à ce que je me débrouille parce que la conduite en état d'ivresse de mon demi-frère était apparemment plus importante que mon éducation. Maman était furieuse quand je lui ai raconté, mais à sa manière pratique, elle a canalisé cette colère en action. Nous avons passé des semaines à postuler pour toutes les bourses que nous pouvions trouver. J'ai travaillé encore plus d'heures, rentrant souvent après minuit pour terminer mes devoirs. J'ai demandé des prêts étudiants, sachant que je les rembourserais pendant des années. Au final, j'ai réussi à réunir suffisamment d'argent grâce à des bourses, des prêts et mes économies pour fréquenter une université d'État avec un solide programme d'informatique. Ce n'était pas l'école de mes rêves, mais c'était un chemin vers l'avant. La communication de papa pendant mes années universitaires fut minimale. Un SMS pour mon anniversaire, une carte de Noël générique sans mots personnels. Quand j'ai fait la liste des doyens chaque semestre, il n'y a eu aucune félicitation. Quand j'ai remporté un concours de codage qui s'accompagnait d'un stage dans une entreprise technologique respectée, je n'ai même pas pris la peine de lui dire. Ethan, pendant ce temps, s'est inscrit et a abandonné 3 universités différentes. À chaque fois, papa et Diane ont entièrement financé ses frais de scolarité, son appartement et ses dépenses. À chaque fois, Ethan a fait la fête, séché les cours et échoué. Pourtant, ils ont continué à jeter l'argent par les fenêtres, inventant des excuses sur le fait qu'ils se cherchaient et qu'ils n'étaient pas prêts. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en informatique. Maman était fièrement assise dans le public aux côtés de Monsieur Martinez, qui était devenu un véritable mentor, et ma petite amie de l'époque, Jessica. Papa avait promis de venir, affirmant avoir réservé des chambres d'hôtel pour la famille. La veille de la remise des diplômes, il a appelé pour dire qu'Ethan avait une situation d'urgence et qu'il ne pouvait pas venir. J'ai appris plus tard sur les réseaux sociaux que l'urgence était un concert auquel Ethan voulait assister. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai cessé de le contacter entièrement. S'il voulait une relation avec moi, il devrait faire l'effort. Il ne l'a pas fait. Après avoir obtenu mon diplôme en 2015, je suis entré sur un marché du travail encore en convalescence après la récession. Malgré mes excellents résultats scolaires et mon expérience de stage, les postes à temps plein étaient rares. Après 3 mois de recherche et des économies qui diminuaient, j'ai accepté un emploi dans une petite entreprise technologique qui payait à peine plus que le salaire minimum. Le poste était un support de base, bien en dessous de mon niveau de compétence, mais il était dans le secteur et offrait de la flexibilité. La société Data Core Solutions ne comptait que 15 employés et opérait à partir d'un entrepôt converti. L'environnement était chaotique mais énergique. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait rencontrer Brandon Reynolds, le chef du développement et mon superviseur direct. Brandon avait la quarantaine,
un programmeur autodidacte qui avait gravi les échelons sans diplôme officiel. Il a immédiatement remarqué mon potentiel. « Tu es surqualifié pour le travail d'assistance technique », m'a-t-il dit lors de ma 2e semaine. « Montre-moi ce que tu peux faire d'autre. » Je suis resté tard après mes quarts de support pour aider avec des projets de codage. Brandon m'a donné des tâches de plus en plus complexes et j'ai obtenu des résultats qui ont dépassé les attentes. 6 mois plus tard, il a plaidé pour ma promotion au poste de développeur junior avec une modeste augmentation de salaire. Ce n'était pas la liberté financière, mais c'était un progrès. Pendant ce temps, je vivais dans un petit studio avec des meubles d'occasion. Je prenais le bus pour aller au travail, j'emballais mes repas et je vivais avec un budget strict. Chaque dollar supplémentaire allait au remboursement de mes prêts étudiants ou à la constitution d'un petit fonds d'urgence. Alors que d'anciens camarades de classe publiaient des photos de vacances et de nouvelles voitures sur les réseaux sociaux, je me concentrais sur le long terme. Le moment clé est arrivé 1 an après mon entrée chez Datacore. Je développais un projet parallèle, un système de gestion de la relation client avec des analyses intégrées, spécialement conçu pour les petites entreprises. La plupart des logiciels de CRM de l'époque étaient soit trop chers, soit trop complexes pour les entreprises familiales. Ma solution était intuitive, abordable et évolutive. J'ai montré le prototype à Brandon, qui a immédiatement reconnu son potentiel. Cela pourrait être énorme, a-t-il dit après l'avoir testé. Avez-vous pensé à le développer commercialement? Pendant les 6 mois suivants, Brandon et moi avons affiné le concept le soir et le week-end. Lorsque nous avons eu un produit viable, Brandon a fait une proposition inattendue. Il avait 75 000 $ d'économie et a proposé de les investir comme capital de démarrage si je quittais mon emploi et me consacrais à la start-up à temps plein. Il continuerait à travailler chez Datacore, mais servirait de conseiller et de partenaire silencieux avec une participation de 30%. C'était terrifiant et exaltant. À 24 ans, avec des dettes étudiantes et des économies minimes, lancer une entreprise semblait téméraire. Mais la confiance de Brandon en moi était inébranlable, et l'alternative était de passer des années à gravir les échelons d'une entreprise. J'ai sauté le pas. J'ai nommé l'entreprise Mitchell Systems, et la première année fut brutale. Je travaillais depuis mon appartement, vivant des investissements de Brandon tout en développant le produit. Il y a eu des défis techniques, des erreurs de marketing et des moments de doute paralysants. 3 clients potentiels se sont retirés à la dernière minute. Un concurrent a lancé un produit similaire à un prix inférieur. Mon ordinateur portable est tombé en panne au milieu d'une phase de développement cruciale, me forçant à utiliser une partie importante de nos fonds en baisse pour de nouveaux équipements. Mais il y a eu aussi des victoires. Notre premier client payant, un fleuriste local, a signalé une augmentation de 20% de ses clients réguliers après la mise en œuvre de notre système. Le bouche-à-oreille a conduit à 3 clients supplémentaires. Un petit blog d'entreprise a présenté notre logiciel, ce qui a entraîné une vague de demandes de renseignements. Au 14e mois, nous générions suffisamment de revenus pour couvrir les coûts d'exploitation de base. La percée est venue lorsqu'une chaîne régionale de 30 quincailleries a adopté notre système. Leurs affaires ont augmenté si considérablement que le propriétaire est devenu un évangéliste informel pour notre produit, référant des dizaines de contacts commerciaux. Soudain, nous avions une liste d'attente de clients. J'ai embauché mes 2 premiers employés au 18e mois, un développeur pour aider à adapter le logiciel et un représentant commercial pour gérer l'intérêt croissant. Nous avons déménagé dans un petit bureau. Brandon a réduit ses heures chez Datacore pour passer plus de temps avec l'entreprise. À la fin de la 2e année, nous avions 15 employés et étions rentables. La croissance s'est poursuivie à un rythme régulier. J'ai réinvesti presque tous les bénéfices dans l'entreprise, donnant la priorité au développement de produits et aux services clients plutôt qu'au marketing ou à des bureaux fantaisistes. Nos clients sont restés avec nous parce que le logiciel fonctionnait et parce que nous les traitions comme des partenaires plutôt que comme des sources de revenus. Ma philosophie d'entreprise a été façonnée par mes expériences personnelles. J'ai bâti une entreprise où le mérite et le travail acharné étaient reconnus et récompensés. Nous embauchions en fonction des compétences et du potentiel, pas des diplômes ou des relations. J'ai mis en place le partage des bénéfices, afin que chacun profite de notre succès collectif. Lorsque nous avons atteint 50 employés au cours de la 4e année, nous n'avions toujours aucun roulement de personnel, ce qui est inédit dans l'industrie technologique. La culture d'entreprise est devenue connue pour l'innovation, la loyauté et l'équilibre travail-vie personnelle. Nous offrions des horaires flexibles,
des avantages sociaux complets et des activités régulières de renforcement d'équipe. Je voulais créer l'environnement de soutien que je n'avais jamais eu en grandissant. Mes employés sont devenus plus que des collègues. Ils étaient une sorte de famille choisie. Ma vie personnelle pendant ces années a été reléguée au second plan par la construction de l'entreprise. J'ai eu des relations occasionnelles, mais rien de sérieux ne s'est développé. Jessica et moi nous étions séparés peu après la remise des diplômes lorsque son travail l'avait emmenée en Californie. Il y a eu quelques relations à court terme après cela, mais les exigences de l'entrepreneuriat laissaient peu de temps ou d'énergie émotionnelle pour la romance. Au lieu de cela, j'ai construit un cercle restreint d'amis qui comprenaient le parcours de l'entrepreneur. Brandon et sa femme m'ont souvent inclus dans les réunions de famille. Plusieurs amis d'université sont restés proches, et nous avons pris le temps de nous réunir régulièrement malgré des emplois du temps chargés. Maman et moi nous parlions chaque semaine, et je l'emmenais me rendre visite plusieurs fois par an. En 2024, 7 ans après son lancement, Mitchell System avait dépassé tout ce que j'avais imaginé. Nous employions plus de 70 personnes. Notre logiciel desservait plus de 3000 entreprises à travers le pays, et la valorisation de l'entreprise atteignait 20 millions de dollars. Les publications sectorielles nous reconnaissaient comme un leader innovant en matière de solutions pour petites entreprises. De plus grandes sociétés avaient fait des offres d'acquisition, que j'ai poliment déclinées. Ma situation financière personnelle avait également été transformée. Après des années de vie modeste, j'ai finalement acheté une maison. Pas un manoir, mais une confortable maison de 4 chambres dans un bon quartier avec un espace de bureau dédié. J'ai remboursé intégralement mes prêts étudiants. Plus important encore, j'ai préparé la retraite de maman, en lui achetant un appartement près de chez moi et en créant un compte d'investissement qui lui assurerait de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. « Tu n'avais pas à faire ça », a-t-elle protesté quand je lui ai montré l'appartement. « Tu as fait des doubles services pendant des années pour nous soutenir. » Je lui ai rappelé, « Tu n'as jamais abandonné. C'est le moins que je puisse faire. » Pendant toutes ces années de construction et de croissance, il n'y a eu aucun contact avec papa, Diane ou Ethan. La dernière fois que j'avais eu de leurs nouvelles par des connaissances communes, c'est qu'Ethan travaillait dans une concession automobile, mais qu'il avait été licencié pour s'être présenté en retard à plusieurs reprises. Papa était toujours dans la même compagnie d'assurance, ayant atteint le niveau de cadre intermédiaire, mais sans aller plus loin. Ils avaient déménagé dans une plus grande maison dans une banlieue aisée, vivant au-delà de leurs moyens comme d'habitude, j'ai supposé. Je ne pensais pas souvent à eux. J'avais construit une vie entièrement séparée de mes blessures d'enfance, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que mon téléphone sonne un mardi après-midi ordinaire, et que je vois le nom de mon père sur l'identifiant de l'appelant pour la première fois en 7 ans. L'appel est arrivé alors que j'étais en train de passer en revue les projections trimestrielles avec mon équipe financière. Je me suis excusé, entrant dans mon bureau avec une étrange oppression thoracique. Un instant, j'ai envisagé de le laisser aller à la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emporté. « Allô » ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Travis, c'est ton père. » Sa voix semblait plus âgée, mais le ton familier a ravivé un flot de souvenirs indésirables. « Oui, je sais. »« Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, sans me soucier des plaisanteries. J'espérais que nous pourrions nous retrouver. Ça fait trop longtemps. Il semblait mal à l'aise mais amical, comme si nous nous étions éloignés par négligence mutuelle plutôt que par ses choix répétés de privilégier son autre famille. « 7 ans » ai-je déclaré platement. « Oui, eh bien, il s'est raclé la gorge. J'ai entendu parler de ton succès, de l'entreprise que tu as bâtie. Je suis fier de toi, mon fils. » Le mot « fils » a résonné comme une fausse note dans une chanson. Il avait perdu le droit à la fierté paternelle il y a des années. « Merci », ai-je répondu, ne sachant pas quoi dire d'autre. Je pensais que nous pourrions peut-être dîner. Toute la famille pour reprendre contact. Diane et Ethan aimeraient te voir aussi. J'en doutais fort, mais je me suis retrouvé à accepter de les rencontrer dans un restaurant de steak à mi-chemin entre nos maisons le vendredi suivant. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau, me demandant ce qui avait motivé ce désir soudain de renouer après 7 ans de silence. Les jours précédant le dîner furent remplis d'une anxiété inhabituelle. J'ai mentionné les retrouvailles à venir à maman lors de notre appel hebdomadaire. « Es-tu sûr de ça, Travis » a-t-elle demandé, la préoccupation évidente dans sa voix. « Pas vraiment » ai-je admis. « Mais je suis curieux de savoir pourquoi il m'a contacté maintenant. »
protège-toi juste, a-t-elle conseillé. Tu as bâti une bonne vie. Ne les laisse pas perturber ça. Vendredi est arrivé et je me suis rendu au restaurant avec un nœud à l'estomac. Je suis délibérément arrivé 10 minutes en retard, ne voulant pas m'asseoir seul à les attendre. Ils étaient déjà assis à une table dans un coin. Papa s'est levé quand je me suis approché, tendant maladroitement la main avant de passer à un demi-câlin que j'ai accepté avec raideur. Il avait considérablement vieilli, ses cheveux étaient maintenant complètement gris, des rides plus profondes autour de ses yeux et une légère bedaine qui tirait sur sa chemise boutonnée. Malgré les changements physiques, il portait le même après-rasage, déclenchant des souvenirs que je pensais avoir enterrés. « Tu as bonne mine, Travis », a-t-il dit, examinant mon costume sur mesure et ma montre. Diane s'est levée à côté de lui, ses cheveux blonds teints et ses bijoux excessifs inchangés. « Oh, Travis, regarde-toi, si grand et si réussi. » Elle a tenté de m'embrasser la joue, mais j'ai subtilement décalé, de sorte qu'elle n'a attrapé que l'air. Son parfum était accablant. Ethan est resté assis, offrant un bref signe de tête. Il avait pris beaucoup de poids, son visage était gonflé et son teint mauvais. Sa chemise polo de marque avait une petite tache sur le col, et sa poignée de main était molle lorsqu'il l'a finalement tendue. « Ravi de vous voir tous », ai-je menti, prenant place et me dirigeant immédiatement vers le verre d'eau. La conversation initiale fut douloureusement artificielle. Des questions sur mon entreprise qui montraient qu'il l'avait recherché mais comprenait peu ce que nous faisions réellement. Des commentaires sur la météo, le restaurant, le trafic en chemin. Papa a mentionné des connaissances communes dont je me souvenais à peine. Le fils de Bill Johnson, vous vous souvenez de lui dans le quartier. Il vient d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat, a dit papa avec insistance, comme pour comparer mes réalisations. C'est super, ai-je répondu sans intérêt. Je n'avais pas pensé au Johnson depuis 15 ans. Un serveur est venu prendre nos commandes, offrant un bref répit à la conversation tendue. J'ai remarqué que papa commandait une bouteille de vin cher sans vérifier le prix. Inhabituel pour un homme qui s'était toujours plaint des majorations des restaurants. Alors que les amuse-gueules arrivaient, Diane a pris le contrôle de la conversation. Nous avons toujours su que tu réussirais bien, Travis. Même quand tu étais petit, Robert disait, ce garçon ira loin. Nous parlons de toi tout le temps. L'histoire révisionniste était déroutante. Dans leur version, ils m'avaient toujours soutenu, toujours cru en moi. Papa a hoché la tête, ajoutant, la façon dont tu as si vite appris l'informatique. J'ai dit à mes collègues de travail, mon fils est un naturel. J'ai laissé les mensonges s'installer, curieux de voir jusqu'où ils iraient avec ce récit fabriqué. Entre les commentaires, j'ai observé leurs interactions. Papa s'en remettait à Diane sur la plupart des sujets. Ethan vérifiait constamment son téléphone, ne contribuant que par des plaintes sur le service et la nourriture. Alors Travis, a poursuivi Diane, se penchant en avant. Raconte-nous ton entreprise. Robert a dit, tu as combien d'employés maintenant? 73, ai-je répondu. Et tu es le grand patron, s'est-elle exclamée avec un enthousiasme exagéré. Le PDG. Imagine Robert. Travis est un PDG. Le possessif, R. Travis, m'a fait serrer la mâchoire. Je n'étais pas à eux d'une manière significative. Et toi, Ethan, ai-je demandé en changeant délibérément de sujet. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? Il a haussé les épaules, l'air mal à l'aise. Entre deux choses en ce moment, le marché du travail est difficile. Papa a rapidement interrompu. Ethan était en vente chez Hamilton Motor jusqu'à récemment. Problème de gestion, n'est-ce pas, mon fils? Ethan a marmonné quelque chose à propos de superviseurs incompétents et a pris plus de pain. Pendant tout le dîner, j'ai remarqué que papa portait une Rolex que je n'avais jamais vue auparavant. Diane a mentionné leur récent voyage à Canquin. Ethan s'est plaint des problèmes de transmission de son Audi relativement neuve. Pourtant, il y avait des signes de tension financière sous les démonstrations de prospérité. Le coup d'œil subtil de papa quand l'addition est arrivée. Le commentaire de Diane sur la réduction des heures de la femme de ménage. La remarque d'Ethan sur son retour temporaire à la maison. Alors que le dessert était servi, papa s'est penché en avant avec une décontraction forcée. Nous devrions refaire ça bientôt. Peut-être pourrais-tu venir à la maison la prochaine fois, Diane cuisine merveilleusement bien. Ou vous pourriez venir voir chez moi, ai-je suggéré, observant leur réaction.
L'acceptation enthousiaste fut immédiate et révélatrice. Nous aimerions ça, a s'exclamé Diane. N'est-ce pas, Robert? Nous avons fixé une date pour le week-end suivant. Alors que nous nous dirigions vers le parking, papa est resté en arrière avec moi tandis que Diane et Ethan avançaient. C'est vraiment bien de te voir si bien réussir, Travis, a-t-il dit, sonnant presque sincère. J'ai toujours su que tu en étais capable. Vraiment, ai-je demandé, incapable de cacher le ton tranchant dans ma voix. Il a semblé ne pas le remarquer, me tapant sur l'épaule. Bien sûr, tu as toujours été le plus intelligent. Je suis rentré chez moi avec une suspicion grandissante quant à leur soudaine réapparition dans ma vie. Plus tard ce soir-là, curieux, j'ai recherché Ethan sur les réseaux sociaux. Son profil était principalement privé, mais de récents posts publics incluaient des plaintes concernant des employeurs ingrats et comment, la famille et tout ce sur quoi on peut compter. Une connaissance commune a confirmé ce que je soupçonnais. Ethan avait été licencié de la concession automobile il y a 3 mois pour avoir constamment manqué ses objectifs de vente et des disputes avec la direction. Le lendemain matin, Diane m'a envoyé un SMS rempli d'émojis et de points d'exclamation, disant à quel point c'était merveilleux de retrouver notre famille et à quel point elle m'avait toujours considéré comme un second fils. La flatterie transparente n'a fait qu'approfondir mon scepticisme quant à leur motivation. Mon instinct me disait qu'il y avait un programme derrière ces retrouvailles. Le dîner du dimanche chez moi allait révéler si mes soupçons étaient fondés. J'ai passé la semaine à ne délibérément pas me préparer à leur visite. Ma maison était déjà bien entretenue, et je refusais de faire des efforts spéciaux pour des gens qui n'en avaient jamais fait pour moi. J'ai commandé de la nourriture auprès d'un traiteur haut de gamme, non pas pour les impressionner, mais parce que je ne voulais pas perdre de temps à cuisiner. Ils sont arrivés ponctuellement à 18 h, papa portant une bouteille de vin coûteuse que je savais être au-delà de sa fourchette de prix habituelle. Leurs réactions en entrant chez moi furent exactement ce que j'avais anticipé. Un mélange d'envie mal dissimulée et de louanges exagérées. C'est juste magnifique, Travis, s'est exclamé Diane, les yeux balayant la pièce pour évaluer la valeur de tout. Vous avez un goût tellement merveilleux. Papa a sifflé d'un air appréciateur devant l'espace de vie à air ouverte avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur un petit jardin bien entretenu. Tu as bien réussi, mon fils. Vraiment bien. Ethan a dit peu de choses, mais s'est promené, touchant des objets, ramassant le contrôleur de la maison intelligente, examinant mon système de divertissement, regardant l'œuvre d'art sur les murs comme s'il cherchait des étiquettes de prix. Je leur ai fait une brève visite, remarquant comment Diane s'attardait dans mon bureau à domicile où des récompenses et des étapes importantes de l'entreprise étaient affichées. Papa a posé des questions précises sur le quartier et la valeur des propriétés. Ethan a disparu pendant plusieurs minutes, et je l'ai retrouvé plus tard à l'étage, fouillant mes chambres. Juste en train de regarder l'aménagement, a-t-il dit avec un sourire peu convaincant quand je lui ai demandé ce qu'il faisait. Pendant le dîner, la conversation a d'abord suivi le même schéma superficiel que notre rencontre au restaurant. Papa m'a interrogé sur mon parcours vers le succès, cherchant clairement des détails sur les finances de l'entreprise sans être direct. Diane a commenté à plusieurs reprises à quel point je devais être si occupé et n'avoir probablement guère le temps d'avoir une vie personnelle, sa façon de déterminer si j'étais célibataire. Ethan est resté principalement silencieux, faisant occasionnellement des remarques sarcastiques sur les « tech bros » entre de grandes bouchées de nourriture. Après le plat principal, alors que nous nous dirigions vers le salon avec café et dessert, papa a finalement révélé le but de leur soudaine réapparition dans ma vie. Travis, nous avons réfléchi, a-t-il commencé, posant sa tasse de café avec une précaution délibérée, à la situation professionnelle d'Ethan. Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. Comme tu le sais, il a eu quelques difficultés à trouver le bon emploi professionnel, a poursuivi papa, choisissant ses mots avec soin. Et il nous est venu à l'esprit, avec ta société qui va si bien et qui a clairement besoin de bonnes personnes, qu'il pourrait y avoir une opportunité là-bas. Une opportunité, ai-je répété, gardant mon expression neutre. Oui, Diane a sauté dedans avec enthousiasme. Ethan a toujours eu de telles compétences relationnelles. Il serait parfait en gestion. Je me suis tourné pour regarder Ethan, qui s'est soudainement redressé. Tu veux un emploi dans mon entreprise? Pas n'importe quel emploi, a précisé papa. Nous pensions à quelque chose en gestion, peut-être directeur des opérations ou directeur des ventes, quelque chose qui utilise ses capacités interpersonnelles. L'audace était à couper le souffle. Après 7 ans sans contact,
il s'attendait à ce que je donne à Ethan, qui ne pouvait pas conserver un emploi de base en vente, un poste de direction de haut niveau dans l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Quelle est votre expérience en gestion, Ethan, ai-je demandé calmement. Il s'est agité inconfortablement. J'ai supervisé 2 jeunes vendeurs chez Hamilton pendant un certain temps. Avant d'être licencié, ai-je ajouté, son visage rougi. C'était politique. Le directeur des ventes en avait après moi. Et avant ça, les autres emplois. Papa a interrompu avant qu'Ethan ne puisse répondre. Écoute Travis, tout le monde a des revers. L'important, c'est que nous sommes une famille. La famille s'entraide. Tu es en position de donner à Ethan l'opportunité dont il a besoin pour vraiment briller. Je n'embauche pas de membres de ma famille, ai-je déclaré. C'est la politique de l'entreprise. Les politiques peuvent être modifiées quand on est le patron, a dit Diane avec un sourire contraint. J'aurais besoin de voir un CV, ai-je poursuivi en ignorant son commentaire. Des références d'anciens employeurs. Le même processus de candidature que tout le monde. Papa a agité la main de manière dédaigneuse. Allez, Travis. C'est Ethan dont nous parlons. Ton frère. Demi-frère, ai-je corrigé. Que je n'ai pas vu ou entendu parler depuis 7 ans. C'est de l'eau sous le pont, a insisté Diane. Nous sommes ici maintenant, renouons le contact. C'est ce que fait la famille. Se soutenir mutuellement. J'ai pris une profonde inspiration. Si Ethan veut postuler pour un poste de débutant et gravir les échelons en fonction de ses performances, je considérerais sa candidature comme celle de n'importe qui d'autre. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Débutant ? Ethan a finalement parlé, la voix tendue d'indignation. Je ne suis pas un gamin d'université à la recherche de son premier emploi. Non, ai-je convenu. Les étudiants finissent généralement l'université. Son visage est devenu d'un rouge plus profond. Tu penses que tu es tellement meilleur que tout le monde maintenant que tu as de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je expliqué, gardant mon sang-froid. Mon entreprise réussit parce que nous embauchons des personnes qualifiées et que nous les promouvons en fonction du mérite. Je nuirais à mes employés si je plaçais quelqu'un sans expérience pertinente à un poste de direction. Papa s'est penché en avant, sa façade amicale s'effondrant. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant, c'est ainsi que tu nous rembourses. Tu ne serais même pas là où tu es si ce n'étaient des valeurs que nous t'avons inculquées. L'absurdité de sa déclaration m'a presque fait rire. Qu'avez-vous exactement fait pour moi, papa? Quelles valeurs m'avez-vous inculquées? Est-ce quand vous avez manqué mon concours technologique pour le match de basket d'Ethan? Quand vous avez pris mon fonds universitaire pour le sortir du pétrin après qu'il ait conduit en état d'ivresse? Ou peut-être quand vous avez manqué ma remise de diplôme universitaire pour un concert? C'est de l'histoire ancienne, a répliqué papa d'un geste. Les parents font des erreurs. Nous avons fait de notre mieux pour vous deux, les garçons. Votre mieux était plutôt unilatéral, ai-je observé. La douceur artificielle de Diane a complètement disparu. Nous vous avons élevé pendant 10 ans dans notre maison, Travis. Nous vous avons habillé, nourri, fourni un toit au-dessus de votre tête. Vous nous devez. J'étais la responsabilité légale et financière de votre mari. En tant que son enfant, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose que de m'élever. Et cela ne signifie certainement pas que je dois à Ethan un emploi pour lequel il n'est pas qualifié. Alors c'est ça, a demandé papa en se levant. Nous essayons de renouer et tu ne peux même pas aider ton frère avec quelque chose d'aussi simple qu'un emploi. S'il veut postuler correctement et commencer au niveau approprié, j'ai déjà dit que je l'envisagerai. Ethan s'est levé maintenant, les poings serrés. Je ne vais pas travailler dans un poste de soutien technique au salaire minimum juste parce que tu as un problème avec le passé. Alors je ne peux pas t'aider, ai-je dit simplement. Ingrat petit, a commencé papa mais il s'est repris. Je pourrais te rendre les choses difficiles, Travis. La famille me respecte toujours. Tes grands-parents, tes cousins, s'ils savaient comment tu nous traitais, tu menaces de monter le reste de la famille contre moi, ai-je demandé incrédule. Des gens que je n'ai pas vus depuis une décennie parce que tu as cessé de m'inclure dans les réunions de famille. Robert, Diane a posé sa main sur son bras, réalisant soudain que les choses dégénéraient. Calmons-nous tous. Travis, chéri, nous te demandons juste d'envisager d'aider la famille en cas de besoin.
Ethan a des dettes étudiantes de ses universités. Les universités qu'il a abandonnées, ai-je ajouté. Il a essayé, a-t-elle claqué. Tout le monde n'est pas comme toi. Certaines personnes ont besoin de plus de soutien, de plus de chance. Je suis d'accord, ai-je dit, me levant aussi. Et il a eu des dizaines de chances de votre part, mais pas avec mon entreprise. Pas avec la subsistance de 73 personnes qui dépendent d'un leadership compétent. Papa a pointé son doigt vers moi. Tu m'écoutes? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi en grandissant, c'était le point de rupture. Sacrifié. Que as-tu exactement sacrifié? Tu as choisi ta nouvelle famille à ma place à chaque opportunité. Tu m'as abandonné émotionnellement, puis financièrement. Tu as clairement fait savoir qu'Ethan était ta priorité, ton vrai fils, et maintenant tu te présentes après 7 ans de silence parce que tu veux quelque chose. Silence, cette discussion est terminée. Je pense que vous devriez partir. Diane a tenté une dernière approche, des larmes apparaissant soudainement sur commande. Nous essayons juste d'être une famille à nouveau. Nous n'avons jamais été une famille, ai-je dit doucement. Vous vous en êtes assuré il y a longtemps. S'il vous plaît, partez. Ils ont ramassé leurs affaires en un silence de pierre. À la porte, papa s'est retourné. Ce n'est pas fini, Travis. Tu regretteras d'avoir tourné le dos à la famille. Après leur départ, je me suis versé un verre et je me suis assis dans le silence soudain de mon salon. Je m'étais attendu à une sorte de motif caché, mais l'audace purement éhontée avait tout de même réussi à me choquer. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse ils allaient envenimer la situation. La semaine qui a suivi a été un barrage de messages de plus en plus hostiles. Cela a commencé par des SMS culpabilisants de Diane sur la façon dont j'avais brisé le cœur de votre père et détruit le dernier espoir d'Ethan. Quand ceux-ci sont restés sans réponse, les messages de papa sont devenus plus agressifs, invoquant des obligations et des dettes que je leur devais soi-disant. Après tout ce que nous avons fait pour vous, c'est ainsi que vous nous remboursez. En nous crachant au visage, lisez un message. La contribution d'Ethan était un message vocal divagant et rempli de grossièreté sur la façon dont je pensais être trop bien pour la famille maintenant, et comment mon succès n'était qu'une question de chance, plutôt que de compétence ou de travail acharné. J'ai bloqué leur numéro après 3 jours, mais le harcèlement a continué par email et même par message LinkedIn. Papa a d'une manière ou d'une autre obtenu les coordonnées de mon assistante et a commencé à lui laisser des messages. Chacun marqué « Urgence familiale ». La situation a atteint son point de rupture le jeudi matin. J'étais en réunion avec notre équipe de développement lorsque mon assistante a interrompu, l'air mal à l'aise. Je suis désolé de vous déranger, mais votre père est dans le hall. Il exige de vous voir et refuse de partir. La sécurité demande comment vous voulez gérer ça. Je me suis excusé et me suis dirigé vers l'avant du bâtiment. À travers les portes vitrées, je pouvais voir papa faire les 100 pas agressivement, gesticulant alors qu'il se disputait avec la réceptionniste et le garde de sécurité. Son visage était rougi de colère, sa cravate de travers. Dès qu'il m'a vu, il a pointé du doigt, m'accusant. Le voilà, le grand et important PDG qui est trop bien pour sa famille. Plusieurs employés se sont arrêtés pour regarder. J'ai gardé mon sang-froid, m'adressant au garde de sécurité. Veuillez escorter Monsieur Mitchell dans la petite salle de conférence. Je lui parlerai là-bas. Bien sûr que oui, a marmonné papa en suivant le garde. Une fois seul dans la salle de conférence, la porte fermée, j'ai parlé en premier. C'est complètement inapproprié. Vous ne pouvez pas venir sur mon lieu de travail et faire une scène. Je n'aurais pas à le faire si tu répondais à ton fichu téléphone, a-t-il répliqué. Tu nous as tous bloqués, ta propre famille. Que voulez-vous, papa? Vraiment? Parce que ça a dépassé le ridicule. Il a pris une profonde inspiration, redressant sa cravate dans une piètre tentative de retrouver sa dignité. Je veux que tu reconsidères de donner un poste à Ethan. Un vrai poste, pas une bêtise de débutant. Cela n'arrivera pas, ai-je déclaré fermement. Et le fait de vous présenter ici comme ça ne fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. Alors je n'ai pas le choix, a-t-il dit, sa voix soudainement froide. À partir de cet instant, tu n'es plus mon fils. Tu es mort pour moi et pour cette famille. Je m'assurerai que tout le monde sache comment tu nous as tourné le dos quand nous avions besoin de toi. J'aurais dû ressentir quelque chose à ces mots.
blessure, colère, perte. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment inattendu de clarté et de libération. Vous ne pouvez pas renier quelqu'un qui a cessé d'être votre fils il y a des années, ai-je dit doucement. Vous avez fait votre choix il y a longtemps, papa. Vous avez choisi Diane et Ethan. Vous m'avez échangé contre votre nouvelle famille au moment où ils sont entrés dans votre vie. Chaque fois que vous avez manqué mes événements pour ceux d'Ethan. Chaque fois que vous avez méprisé mes réalisations tout en célébrant sa médiocrité. Chaque fois que vous avez pourvu à ses besoins tout en me laissant me débrouiller seul. Son visage a enregistré le choc de mon calme. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez jamais donné, ai-je poursuivi. Vous n'étiez mon père que de nom. Brandon Reynolds a été plus une figure paternelle pour moi en 7 ans que vous ne l'avez été en 20. Alors allez-y, racontez à la famille élargie l'histoire qui vous fait vous sentir mieux. Les gens qui comptent dans ma vie connaissent la vérité. Petit ingrat, il a commencé à se lever de sa chaise. Cette conversation est terminée. Je l'ai interrompu. La sécurité va vous escorter. Si vous revenez dans ces locaux ou contactez à nouveau mes employés, je déposerai une ordonnance d'éloignement. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone et j'ai demandé à la sécurité d'entrer. Papa a continué à crier pendant qu'il l'emmenait, mais ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. J'avais enfin dit ce que j'avais besoin de dire après toutes ces années. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec notre directeur des ressources humaines et l'équipe de sécurité. Nous avons mis en place des protocoles pour prévenir de nouvelles perturbations. Notification d'alerte à la réception, domaine de messagerie bloqué, instruction de contact mise à jour. J'ai brièvement expliqué à mon équipe de direction que je traitais une affaire personnelle impliquant des membres de la famille éloignés faisant des demandes inappropriées. Votre famille essaie d'obtenir des emplois ici, a demandé mon directeur des opérations, confus. Ce n'est pas ma famille, ai-je répondu. Pas d'une manière significative. Les conséquences ont duré plusieurs jours. Diane a laissé des messages vocaux en larmes sur mon téléphone personnel. Ethan a posté des messages vagues et menaçants sur les réseaux sociaux que des connaissances communes m'ont transmis. Papa a apparemment appelé plusieurs membres de la famille élargie car j'ai reçu un email confus d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années, me demandant pourquoi je rejetais la réconciliation. Je n'ai répondu à rien de tout cela. La rupture était totale et je m'en sentais plus léger. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu d'une ancienne voisine de la communauté de mon père. Madame Wilkins m'avait toujours été gentille quand j'étais enfant et avait apparemment suivi de loin mon succès. Je pensais que vous devriez savoir, a-t-elle dit hésitante. Votre père a perdu son emploi le mois dernier. La compagnie d'assurance a procédé à des licenciements massifs. Je vois maintenant le panneau à vendre devant leur maison. Je l'ai remercié pour l'information sans faire d'autres commentaires. Plus tard dans la journée, un email est apparu dans mon compte professionnel d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était de Diane, qui avait créé un nouvel email pour contourner mes blocages. Travis, je sais que nous avons une eau différente, mais je vous contacte en désespoir de cause. Il commençait. Votre père a perdu son poste en raison d'une réduction d'effectifs. Nous avons des difficultés financières depuis un certain temps, essayant d'aider Ethan avec ses dettes. Maintenant, nous avons 3 mois de retard sur l'hypothèque et la banque saisie. Nous n'avons nulle part où aller. Je ne vous le demanderai pas si nous avions une autre option, mais nous avons besoin d'aide. Seul peut-être. Juste le temps que Robert trouve un autre poste. S'il vous plaît, Travis. Quels que soient les problèmes que vous avez avec nous, nous sommes toujours une famille. L'email se terminait par des détails sur le montant de leur hypothèque et un récit poignant sur la souffrance de la santé mentale d'Ethan en raison de leurs circonstances. Je suis resté avec cette information pendant plusieurs jours, travaillant sur mes sentiments avec mon thérapeute. Une partie de moi ressentait une satisfaction vengeresse. Il faisait face aux conséquences d'années de mauvaise gestion financière et avait permis à l'irresponsabilité d'Ethan. Une autre partie ressentait une poussée de culpabilité. Le conditionnement culturel sur les obligations familiales est profond. Après mûre réflexion, j'ai rédigé une réponse. Diane, je suis désolé d'apprendre vos difficultés financières. Cependant, je ne fournirai aucune aide financière. La relation entre nous a été rompue par vos propres actions et choix au fil de nombreuses années, culminant avec votre récente tentative d'exploiter mon succès au profit d'Ethan. Je ne vous souhaite aucun mal, mais je ne peux et ne prendrai pas la responsabilité de vos décisions financières.
Il existe des services sociaux et des ressources de conseil financier disponibles dans votre communauté qui peuvent vous être utiles. Je vous demande à nouveau de respecter mes limites et de cesser tout contact. Travis, sa réponse fut immédiate et vitriolique, toute prétention de politesse disparut. Elle me traita de sans-cœur, de cruel, d'ingrat. Elle détailla tout ce qu'ils avaient soi-disant fait pour moi et comment je les abandonnais à leur heure la plus sombre. La dernière ligne disait, « Tu regretteras cela quand nous vivrons dans notre voiture et que ton père aura une crise cardiaque à cause du stress que tu as causé. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai bloqué la nouvelle adresse email et j'ai demandé à mon équipe informatique de mettre en place un filtrage plus strict. La culpabilité que j'aurais pu ressentir a été balayée par ces tactiques manipulatrices. J'avais pris la bonne décision. Cette nuit-là, j'ai appelé maman et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a soupiré lourdement. « Tu sais, Travis, pendant des années, j'ai pris soin de ne jamais mal parler de ton père. Je voulais que tu te fasses tes propres opinions, mais je vais te dire ceci maintenant. Tu as fait la bonne chose. Tu ne leur dois rien. Ta responsabilité est envers ton propre bien-être et l'entreprise que tu as bâtie. » Sa validation signifiait tout. « Merci, maman. Pour tout. N'oublie pas, a-t-elle ajouté doucement. Leurs problèmes ne sont pas de ta faute et ce n'est pas ta responsabilité de les régler. Tu as brisé le cycle. Sois fier de ça. La confrontation avec mon père et sa famille m'a laissé des séquelles émotionnelles inattendues. Bien que j'ai gardé mon sang-froid tout au long de l'épreuve, les semaines suivantes ont apporté des vagues de colère, de chagrin et de confusion qui m'ont surpris. J'avais pensé que ces blessures étaient depuis longtemps guéries, mais les récents événements avaient arraché des croûtes dont je ne savais pas qu'elles restaient. Sur la suggestion de Brandon, j'ai commencé à consulter le docteur Marissa Chen, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Initialement sceptique, j'ai trouvé nos séances de plus en plus précieuses. Elle m'a aidé à comprendre que mes expériences d'enfance avaient façonné mes comportements d'adulte d'une manière que je n'avais pas reconnue, mon intense autonomie, mon malaise avec la vulnérabilité, ma tendance à trop travailler. Vous avez bâti une vie impressionnante malgré l'abandon que vous avez vécu, a observé le docteur Chen lors d'une séance. Mais une partie de vous est toujours ce garçon qui essaie de prouver sa valeur par l'accomplissement. Est-ce si grave, ai-je demandé. Cela a mené au succès. Au succès, oui. Mais cela a-t-il mené à l'épanouissement? À la connexion? Sa question m'a hanté pendant des jours. J'avais bâti une entreprise florissante, une sécurité financière et une vie confortable, mais des relations proches. Celles-ci restaient difficiles. J'avais des amis, certes, mais je maintenais la plupart des gens à une distance prudente. La romance avait été une série de connexions à court terme qui s'éteignaient lorsqu'elles devenaient trop intimes. Au cours de 6 mois de thérapie, j'ai commencé à aborder ces schémas. J'ai appris à reconnaître quand je me retirais dans le travail pour éviter le malaise émotionnel. J'ai pratiqué la mise en place de limites sans construire de murs. Plus important encore, j'ai commencé à intérioriser que l'abandon de mon père reflétait ses échecs, pas les miens. Pendant cette période de travail personnel, j'ai approfondi ma relation avec ma mère. Au-delà de nos appels hebdomadaires, j'ai commencé à partager davantage mon monde intérieur avec elle. Un week-end, je l'ai emmenée à Chicago et je lui ai montré l'entreprise que j'avais bâtie, la présentant à mon équipe et lui montrant l'impact de notre travail. « J'ai toujours su que tu ferais quelque chose d'extraordinaire », a-t-elle dit, les yeux brillants alors qu'elle visitait nos bureaux. « Mais plus que ton succès, je suis fier de l'homme que tu es devenu. La façon dont tu traites les autres, l'intégrité dont tu fais preuve, cela compte plus que n'importe quelle réussite commerciale. » J'ai également renoué avec la famille de ma mère, des cousins, des tantes et des oncles avec qui j'avais perdu le contact pendant mes années de construction intensive de l'entreprise. Mon cousin Jake et moi avons découvert un intérêt commun pour la randonnée, ce qui a conduit à des excursions mensuelles dans les parcs d'État voisins. Ma tante Patricia, la sœur de maman, m'a invité à des réunions de famille que j'avais précédemment refusées en raison d'engagement professionnel. J'ai commencé à y assister, trouvant une joie inattendue dans ces connexions. Pendant ce temps, Mitchell System a continué de prospérer. Inspiré par mon propre parcours, j'ai mis en œuvre une nouvelle initiative d'entreprise, un programme de mentorat pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Nous nous sommes associés à des lycées et des collèges communautaires locaux pour identifier les étudiants ayant des aptitudes mais des ressources limitées, offrant des stages, des formations et des opportunités de bourse d'études.
La première cohorte du programme comprenait Marcus, 17 ans, dont la mère célibataire cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Son enthousiasme pour le codage me rappelait moi-même à cet âge. Mais contrairement à moi, il aurait des conseils et un soutien dans son parcours. Le voir s'épanouir sous le mentorat de notre développeur principal a apporté une satisfaction différente de toute réussite commerciale. Grâce à des connaissances communes, j'ai occasionnellement eu des nouvelles de la famille de mon père. Ils avaient en effet perdu leur maison, déménageant dans un petit appartement d'un quartier moins aisé. Papa a trouvé un emploi dans une agence d'assurance beaucoup plus petite avec une réduction de salaire significative. Ethan travaillait dans la vente au détail dans un magasin d'électronique. Ironiquement, 1396. Welcome in. Hello, Fruit Smack. Welcome in. Wait, I forgot the word. That's okay, Val. I also forgot the word. It's okay. Never mind, I think I got it wrong. No! No! Chaz, I'm studying psychology too. Wait, really? Wait, that's that W. We have 2 psychs in chat, not just 1. That's crazy. What are the odds? Okay, I bet Snowfire Boy has a lot of questions for you then, Chaz. Yay! I'm studying cognitive psych now for my test next week. Good luck! Let us know if you need any help. You're testing out the mixing, Val? Oh, that's very cool. Wait, Val, can you teach me mixing one day? I wanna learn. I wanna learn. I wanna make cool music too. 17 inch. Okay, damn. Mixing do be big PP energy, I guess. Chaz says, I'm a licensed psychologist with 5 years experience. Wow, what a flex. What has been your favorite part in the last 5 years? It doesn't have to be like one thing, but it can be like one thing that's like happened again and again as well. Love bun 75%. Wait, why is the his XP bar is getting big. Okay. Bye, Vic. Have a good night. Everyone say good night to Vic. Bye. Damn, that self-love be going strong. Oh, you only love me 32%. I guess that means that Gary loves his big 18-inch PP 68%. There's only 32% room for bun. Hello, Kitsune Ninetales, welcome. Agreeable baby 1396 says, do you want to help poor people do free medical treatment once? Do study? Yeah, I do. There's already opportunities for us to get involved, like as non-doctors. You can go to other countries and help doctors, like give free medical treatment. But like, of course, if you're a doctor, then you can like lead the whole thing, which would be much cooler. You can decide where you want to go and who you want to help and stuff, and it will be super cool. Yes, 100%. I know lots of people who do that. So that'll be me one day when I grow up. I'm gonna give back. And go to random countries and give free medical treatment. Or it doesn't even have to be new countries. It can just be like less fortunate parts of Australia too. Welcome in the God of Disaster. G'day. How's it going? Welcome. Okay. Nah, you don't have to. Thank you much love. No. Secret Sasha, you deserve the shout out, okay? You worked the hardest. God damn. Chaz is not a clinical psychologist, but you work as a clinical Huh? How does that even work? String theory nonsense. Adds 3 Kuftusi. How's that string theory? What? All I know about string theory is like, what are the weird little dude names, like spin and spin and charm
What's the opposite of charm? Ugly? I don't know. Bruh. Ads is anti-decita. Oh, I see. Very cool. Becky Girl You says, do you like Australia? Yeah, I love Australia. It's the best country ever. I love it here. It's so much fun. The weather is beautiful. And the beaches have really hot people on them. Yeah. Also, you can do lots of things.